Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne de Tribulation littéraire. Aujourd'hui mes petits loups, je suis absolument ravie de vous retrouver pour un nouveau bilan lecture. Pas avant toute chose, je vous prie de m'excuser pour la luminosité, pour mes cheveux mouillés. Je vous avoue qu'en ce moment ma vie est assez chargée et que du coup les moments pour vous tourner des vidéos sont de plus en plus courts. Et donc du coup je fais cette vidéo un dimanche matin. Il est assez tôt et voilà, du coup la luminosité est pas top, surtout qu'il fait hyper moche. Mais on va pas s'étaler pendant des plombes sur ce sujet et on va commencer tout de suite. Aujourd'hui je vais vous présenter 3 romans puisque je n'en ai terminé que 3 au mois de septembre, ce qui est déjà pas mal je trouve. Et le premier, il s'agit de D'or et d'oreiller de Flore Vesco. C'est publié chez l'École des loisirs dans leur collection Medium Plus. Et ici, on va parler d'une espèce de réécriture du conte de la princesse au petit pois, puisque un jeune homme qui sort un peu de nulle part dans un magnifique château dont la famille était très connue pour ses grandes fêtes et puis ses richesses, cet homme part à la recherche d'une fiancée d'une étrange manière puisqu'il les invite à dormir chez lui et en fonction de leur nuit passée et de leur réponse le lendemain matin, il va décider ou non si elles peuvent passer à l'étape suivante pour peut-être devenir son épouse. Je vous en dis pas plus, mais on est dans une ambiance d'une époque assez chaste, donc autant dire que ça va faire grand bruit toute cette histoire. Et même si les mères et les pères de différentes jeunes filles à marier sont absolument scandalisés par ces techniques, ils vont quand même tenter d'envoyer leur fille là-bas. Et c'est le cas d'une dame dont je ne me souviens absolument plus le nom, je suis vraiment désolée. Et comme j'ai plus le bouquin avec moi parce qu'on me l'a prêté, forcément tant pis. Donc, comme je le disais avant d'être interrompue, on va retrouver une dame qui a 3 filles et qui va tenter à tout prix de les marier. Pour cela, elle va se rendre au château avec les trois sœurs et leur femme de chambre, et elles vont tenter de peut-être devenir l'épouse de ce jeune homme. L'histoire part comme ça, on est vraiment à la base de l'histoire. Mais tout le développement derrière est absolument incroyable. Pour commencer, il faut le dire, l'écriture de Flore Vesco est absolument merveilleuse. Elle est chantante, elle utilise beaucoup de figures de style, un lexique qu'on voit rarement ailleurs en fait. Elle n'hésite pas à utiliser des mots peu connus, peu usités, alors qu'elle s'adresse à des ados. Et moi je trouve ça génial parce que quand on lit ça, eh bien ça nous enrichit, et quand des ados lisent ça, ça ne peut que les enrichir. Et c'est vraiment, je trouve que c'est beau en fait comme démarche d'avoir cette envie d'apporter des mots nouveaux, des tournures nouvelles aussi, tout au long du roman. Et voilà, j'ai adoré. Clairement, l'écriture de Flore Vesco, elle m'avait déjà prouvé avec l'une de ses nouvelles dans Elle est le vent furieux, puisque j'avais énormément aimé sa nouvelle à elle. Et là, vraiment, je trouve que c'est une envolée encore plus incroyable dans cette histoire. Et vraiment, je ne peux que vous en recommander la lecture, rien que pour lire les mots de Flore Vesco. Ensuite, je tenais à dire que c'était absolument incroyable, puisque je vous ai parlé de son écriture, du champ lexical, des tournures de phrases, et petit à petit, vous allez voir que tout tourne autour d'une thématique. Et quand on s'en rend compte, et quand on se rend compte que chaque phrase est ciselée pour rentrer dans cette thématique, et ben c'est juste incroyable. Moi j'ai trouvé que ça collait déjà parfaitement à la réécriture de conte de La princesse au petit pois. Et en plus, c'est fait avec une grande maîtrise en fait. Enfin vraiment, j'ai rarement été aussi bluffée dans ma vie par une telle écriture en fait, tout simplement. Et c'était incroyable. Vraiment, si vous avez l'occasion de le lire, lisez-le. Je vous parle pas de cette thématique autour de laquelle Flore Vesco brode son histoire, mais brode aussi son écriture, parce que j'ai envie que vous la découvriez vous-même. C'est une expérience de lecture au-delà d'être une aventure, et je trouve que voilà, il faut en connaître un minimum avant de s'y mettre, avant de vraiment s'y plonger, parce qu'il y a matière à découvrir, à être émerveillé au détour de chaque page, et je vous conseille vraiment cette lecture.
Je tiens à dire quand même que l'histoire est aussi passionnante que l'écriture le dévoile, puisque on va suivre les aventures de ce jeune homme, de jeune fille, et au-delà d'une histoire d'amour, vraiment, on est dans de l'aventure, on va découvrir beaucoup sur le passé, les liens familiaux, la sorcellerie, la différence aussi, et c'est absolument merveilleux, et moi j'ai absolument adoré cette histoire, de bout en bout, encore une fois, parce que le déroulé est aussi surprenant que a pu l'être l'écriture. Et vraiment, c'est un livre absolument unique. Donc lisez-le, il le faut. C'est un énorme coup de cœur pour moi. Ensuite, j'ai entamé mes lectures du Pumpkin Autumn Challenge par le château de Hurle de Diana Wynne Jones. C'est publié chez Inis Éditions. Et si vous ne le savez pas encore, parce que ça a fait grand bruit, et si vous ne le savez pas encore, il s'agit du livre qui a inspiré le château ambulant de Miyazaki, qui est clairement l'un de mes top 2 de mes Ghibli favoris et de mes Miyazaki favoris avec la Princesse Mononoke, mais ils sont tellement différents que j'aurais du mal à vous dire réellement lequel je préfère. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que quand je l'ai découvert, je me suis dit mais c'est absolument incroyable, et j'ai découvert tous les autres Miyazaki à la suite et j'ai découvert un univers que je trouve génial. En tout cas, dans cette histoire, si vous ne connaissez pas l'histoire du château ambulant, on retrouve Sophie qui est l'aînée d'une famille de 3 filles. Elle tient une chapellerie et au décès de son père, voilà, elles vont un petit peu se séparer les unes des autres. Elle va rester à la chapellerie. L'une de ses sœurs va partir faire une formation avec une sorcière et la troisième va partir à la boulangerie. Et dans le livre, chose qu'il n'y avait pas du tout dans le film de Miyazaki, il y a toute une histoire autour des aînés qui sont censés être les moins chanceux et les moins chanceuses d'une famille. Et ça commence comme ça et on comprend, je trouve, un petit peu mieux le caractère de Sophie vis-à-vis de ça. Et en fait, toute la lecture va être de ce type parce que je trouve que finalement, on ressent la bonté d'âme de Sophie avant tout dans le dessin animé. Mais dans le livre, on va vraiment découvrir sa personnalité derrière toute cette bonté. Et elle n'est pas seulement bonne et gentille, elle va être bien d'autres choses. Et je trouve qu'elle prend vraiment beaucoup de profondeur dans cette histoire. J'ai d'ailleurs pas fini le résumé. Un jour, elle va partir de la chapellerie, elle va se retrouver dans le château ambulant, le château du maître magicien absolument terrible qui est censé manger le cœur des jeunes filles. Je parle du sorcier Hurle. Et voilà, elle va partir dans ses aventures. Je peux pas vous en dire plus parce qu'on est vraiment dans un univers fantasy qui est assez complexe, mine de rien, puisqu'il va y avoir des intrigues politiques, des jeux de pouvoir. Il va y avoir aussi des liens familiaux. J'ai trouvé ça hyper intéressant parce que dans le dessin animé, Sophie, une fois qu'elle quitte sa famille, alors elle revoit une fois sa belle-mère et c'est tout. Alors que ici, on va continuer à développer les relations avec ses sœurs, avec sa belle-mère, et c'est d'autant plus intéressant et ça donne encore une fois d'autant plus de profondeur aux personnages. Il y a aussi bien d'autres personnages qui auront de la profondeur. Je pense notamment au jeune sorcier qui accompagne Hurle, qui prend toute sa place dans cette histoire, et il y en a encore énormément. J'ai pris un plaisir infini à découvrir cette histoire en roman. Encore une fois, tout le début se ressemble beaucoup, même si enfin voilà, c'est un roman, donc on va pouvoir aller dans un petit peu plus de détails de la ville, du monde dans lequel on est, mais au fur et à mesure on va commencer à s'éloigner de l'histoire de Miyazaki, et il y a un point sur lequel le roman diffère totalement de Miyazaki, c'est que la guerre n'existe pas, ou en tout cas la guerre telle qu'elle est décrite dans Miyazaki. En lisant ce livre, je me suis rendu compte que c'était vraiment une thématique qu'à mon avis le réalisateur avait envie de traiter à travers cette histoire, mais elle n'est pas du tout présente ici. On va avoir, oui, des dissensions, il y a toujours cette histoire de sorcière des Landes qui est absolument terrible et qui laisse planer une aura terrible au-dessus des habitants. Mais mine de rien, on n'a pas cette guerre destructrice très violente à laquelle participe Aoru. Donc c'était vraiment une excellente lecture. Je peux vraiment vous le recommander, même si vous avez aimé, si vous connaissez par cœur le château ambulant, vous allez le voir d'une autre manière. C'est très bien écrit, les chapitres sont plutôt courts et donc du coup on lit d'autant plus vite.
Vraiment c'était une très belle découverte et j'ai hâte de découvrir la suite puisque j'ai déjà le tome 2 et d'ailleurs le tome 3 sortira cet automne je crois, au mois de novembre. Donc du coup ce sera l'occasion de la voir et d'avoir toute la trilogie avec moi et de pouvoir la découvrir avant qu'elle soit à nouveau plus éditée et qu'elle vaille son pesant d'or. Et le dernier roman que je vous présente, décidément je pense que j'ai beaucoup encore varié les plaisirs au mois de septembre. Il s'agit du rêve de Ryosuke de Dorian Sukegawa et c'est publié chez le Livre de Poche. Dans cette histoire on va suivre Ryosuke qui est un jeune japonais, je pense qu'il a la trentaine, un truc comme ça, et qui est embauché avec 2 autres jeunes gens, une femme et un homme, pour aller sur une petite île, c'est l'île d'Abori. Ils vont donc se rendre sur cette petite île d'Aburi pour creuser une tranchée et c'est des travaux pour qu'ils puissent raccorder. Il y a une histoire de citerne, d'eau de pluie, bref, j'ai pas tout compris, en même temps c'est pas hyper technique. Mais Ryosuke, il n'est pas venu juste pour gagner des sous en creusant une tranchée, il a un plan derrière la tête et vous le découvrirez. C'est tout ce que je peux vous dire de cette histoire et c'est déjà bien trop et en même temps c'est trop peu, mais si vous avez lu et découvert Les Délices de Tokyo du même auteur, je ne peux que vous encourager à juste vous glisser dans ce livre qui, comme vraiment exactement comme Les Délices de Tokyo, est à la fois une chronique sociale et en plus là elle est exacerbée par le fait qu'on se retrouve sur une île et on le sait très souvent, les îles sont très fermées sur elles-mêmes, il y a un côté un petit peu chaque voisin regarde son voisin d'un drôle d'œil, il y a des traditions qui ne peuvent pas se perdre et souvent les étrangers sont très mal vus, ça va être le cas de Ryosuke. Donc il y a toute cette partie et ne vous inquiétez pas, elle arrive un peu tardivement mais il y a un côté gustatif dans cette histoire. Moi je m'y attendais pas parce que vraiment le début ne présage absolument rien d'avoir cette thématique sur la nourriture. Vraiment, on ne s'en doute à aucun moment au début de l'histoire. Et puis petit à petit, ça va prendre sa place et on va retrouver ces descriptions de nourriture qui sont, je trouve, le propre de cet auteur qui sait très bien nous décrire un plat, nous décrire les odeurs et c'est fait avec toujours beaucoup de talent, ça nous met l'eau à la bouche. Il est peut-être un petit peu plus difficile dans en tout cas le climat social que Les Délices de Tokyo qui avait une certaine douceur avec cette mamie qui faisait la purée de haricots rouges. Ici on a moins ça, on n'a pas de personnage qui apporte cette douceur et cette rondeur, mais ça reste une très belle histoire, une très belle chronique sociale, un petit peu difficile encore une fois, mais c'est important aussi des fois de voir les difficultés. J'ai beaucoup aimé le personnage de Ryosuke qui au début est très en retrait parce que voilà, il a eu un passé difficile, c'est un personnage qui a clairement été marqué par la vie, mais petit à petit on le découvre et quand il commence à s'enthousiasmer pour quelque chose, on s'enthousiasme avec lui avec grand plaisir. C'est vraiment un très joli personnage, une très jolie histoire que je ne peux que vous recommander. Vous allez voyager en plus, vous allez aller loin sur l'île d'Aburi où il n'y a pas vraiment de réseau, où vous êtes vraiment mais coupé complètement du monde. Et ça fait du bien. Moi vraiment, cette lecture, je l'ai vécue comme une petite bulle à part. Je pouvais le lire dans le métro et j'étais à l'autre bout du monde. Encore une fois, en plus, Dorian Sukegawa a une plume qui est très visuelle et donc du coup, on voit là où on est, on voit ce que les personnages font. C'est vraiment hyper agréable. Bref, lisez du Dorian Sukegawa. Moi, c'est une abonnée sur Instagram qui m'a conseillé son autre livre qu'il n'y a pas ici, qui est L'enfant et l'oiseau ou quelque chose comme ça. Et de toute façon, je me ferai un grand plaisir de découvrir tous les livres de Dorian Sukegawa parce que c'est quelque chose qui me plaît énormément. Et c'est une écriture japonaise, enfin c'est un auteur japonais, mais qui a quand même une écriture douce, des histoires douces et pas trop perchées. Et souvent, notamment je pense à Murakami, même si j'adore Murakami, mais c'est hyper dur, c'est des sacrées claques et c'est complètement perché, il faut le dire quand même. Mais là, si vous cherchez un auteur japonais qui est un petit peu plus accessible, qui est doux, vraiment n'hésitez pas. En plus, il y a un petit clin d'œil à la France, mais je ne vous dirai pas lequel parce que sinon ce serait complètement vous spoiler.
mais découvrez les délices de Tokyo ou le rêve de Ryosuke, ou les deux, parce qu'ils valent vraiment la peine. Sur ce mes petits loups, je vous ai parlé des 3 romans que j'ai découverts au mois de septembre. En ce moment, ma lecture c'est jusqu'au dernier de chez Casterman. Pour l'instant, je suis pas convaincue, mais bon, j'essaye de mettre de côté mes préjugés et de poursuivre ma lecture en étant la plus neutre possible. Donc vous verrez à la fin du mois d'octobre où j'en suis de cette lecture et ce que j'en ai pensé. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu ou à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. J'espère que vous allez bien, prenez bien soin de vous, prenez du temps pour vous et faites de très belles lectures. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et puis des bisous les petits loups. Salut!